On commence avec une première situation de départ. Vous êtes psychiatre aux urgences, on reçoit une patiente qui a 23 ans, on la reçoit suite à une tentative de suicide au paracétamol, elle a passé la nuit aux urgences. Pas de complications, l'examen clinique est normal, on vous demande de réaliser l'entretien psychiatrique et d'orienter la patiente. Qu'est-ce qu'on a envie de demander à cette jeune femme? On peut lui demander si c'est la première. Alors déjà oui, effectivement, une des premières questions à demander, c'est récupérer les antécédents psychiatriques et dans une situation de tentative de suicide, récupérer les antécédents suicidaires, c'est les antécédents primordiaux. Donc effectivement, on va chercher ça. Là, c'est une jeune femme qui a déjà fait des tentatives, une ou deux tentatives de suicide par IMV. Je ne sais plus combien je vous avais dit, mais une ou deux. Alors, parmi les choses, pendant que je continue de vous laisser réfléchir, il y a des choses qui ne sont pas prioritaires à demander. Je lis vos réponses, et Mathilde. Après, dans les choses qui ne sont pas importantes à demander, on s'en fiche là par exemple de combien elle a pris de paracétamol. En 7 minutes, vous n'avez pas le temps de le redemander. Pas de... Vous êtes là en tant que psychiatre, pas là en tant que somaticien, donc il n'y a pas besoin de questionner combien vous avez pris de Doliprane en soi, on s'en fiche. Alors, Julie, je reprends tout dans l'ordre. Donc, vous m'avez tous dit, vous êtes plusieurs à m'avoir dit ça en tout cas, la motivation, qu'est-ce qui est à l'origine du geste? Là, chez elle, ce qui est à l'origine du geste, c'est une rupture avec son conjoint. Il faut rechercher effectivement les comorbidités addicto, tabac, alcool, drogue. Très bien, Emma. Facteur protecteur familial. Donc, facteur protecteur, très bien. Il faut les rechercher. Elle en a pas. Elle est plus en contact avec sa famille. Ses études, ça la retient pas plus que ça. Elle a pas plus trop de loisirs en ce moment. Il n'y a pas de perte de poids. Donc, une jeune de 23 ans, on va dire que c'est sa deuxième tentative de suicide, qui a pas trop de facteurs protecteurs. Vous comprenez que c'est une tentative de suicide impulsive, hein, donc vraiment dans le contexte de détresse. Alors, Mathilde, très bien. Qu'est-ce qu'elle pense de son geste maintenant? Ça, c'est très important. C'est ça qui va orienter la suite de la prise en charge. Nous, c'est ce qu'on appelle la critique. Là, elle sait pas trop quoi en penser. Elle peut pas te dire qu'elle regrette, par exemple. Tu vois, elle te dit pas qu'elle regrette, elle s'avance pas trop. Et si tu demandes si c'était à refaire, est-ce qu'elle le referait, elle te dit plutôt oui. Euh, J'aime bien ce à quoi tu penses, Ariel, de rechercher un trouble de la personnalité associé. Je suis assez d'accord avec toi que chez cette jeune femme, il faudrait se poser la question d'un trouble de la personnalité. Est-ce qu'en 7 minutes, on a le temps de rechercher un trouble de personnalité? Non. Est-ce que dans un contexte de crise, on pose un diagnostic de trouble de personnalité? Non plus. Donc, chercher, évaluer rapidement à quel point elle est impulsive, oui. Et t'as pas besoin forcément d'aller chercher autre chose. Il y a d'autres choses à aller rechercher avant d'aller directement sur le trouble de personnalité. Alors, est-ce qu'elle a d'autres médicaments à disposition chez elle? Alors là, non, elle a vidé le stock. Comorbidité psychiatrique, très bien Emma. Anxiété, hallucination, oui. L'anxiété, elle n'en a pas. Hallucination, elle n'en a pas non plus. Là, pour chercher des hallucinations de cette situation-là, est-ce qu'il y a une voix qui vous a dit de prendre des médicaments? Donc, elle vous répondrait non. Anxiété, elle n'est pas particulièrement anxieuse. Il n'y a pas de suivi psychiatrique, il y a juste un suivi par un psychologue. Euh, elle y a jamais eu d'épisode de dépression auparavant, pas de prise de traitement, jamais pris de traitement antidépresseur, de manière générale aucun traitement psychotrope. Par contre, Ariel, effectivement, faudrait se poser, tu me dis épisode de dépression antérieure. Ce qui serait super, c'est quand même de s'assurer que là, on n'est pas sur une dépression. De s'assurer qu'avant la rupture avec son copain, qui était il y a genre 48 heures, de regarder si on avait au moins une tristesse et ou une anédonie. Et là, elle va te dire tout allait très bien, ma vie était parfaite, puis il m'a quitté, et là, c'était insupportable. T'as pas d'argument pour un épisode dépressif, mais il faut aller le chercher toujours face à un patient qui a fait un geste suicidaire, s'assurer qu'on n'est pas dans un contexte de dépression. Ça, vous aurez forcément des points sur ça. Il y a des choses que vous ne m'avez pas demandé là.
Oui, recherche d'idées délirantes, c'est pas faux, c'est pas la priorité. Qu'en fait, quand tu vas te dire pourquoi, qu'est-ce qui a déclenché le geste quand elle va te raconter la rupture avec son copain, elle a vu les médicaments, elle s'est dit je pouvais plus vivre sans lui. Si elle te répond ça, le patient te répond ça, t'as pas forcément besoin d'aller chercher en plus de ça des idées délirantes, des hallucinations. C'est bien d'y penser si t'as le temps d'y penser, mais c'est pas la priorité à mon sens. À partir du moment dans ce tableau-là, vous allez très vite avoir des éléments qu'on est probablement sur un fonctionnement de trouble de perso. Est-ce qu'elle accepterait une hospitalisation, Mathilde? Très bien. Oui, on va y revenir après, mais elle accepterait une hospitalisation. Est-ce qu'il y a des antécédents de violence sexuelle? C'est une bonne question. Il n'y en a pas. À savoir aussi que aux échos, vous avez que 7 minutes. Donc, il y aura particulièrement en psychiatrie, il y a des choses où on va vous demander de les chercher. C'est pas parce que vous tombez sur rien qu'il fallait pas poser la question. Donc, le patient, il va pas avoir le temps de vous raconter un parcours de vie ultra détaillé, ultra développé. Donc à certains moments, oui, il fallait demander s'il y avait des antécédents de tentative de suicide, c'était très important, mais vous ne trouverez pas forcément sur un antécédent de tentative de suicide. Donc là, c'était pas prémédité. La question qu'il faut vraiment se poser, c'est que là, je vous ai dit, elle critiquait pas trop. Il faut s'assurer et réévaluer avec elle qu'est-ce qu'elle a comme idée suicidaire. Là, aujourd'hui, quand on est avec elle, elle nous dit qu'elle pense toujours à la mort. Elle n'a pas de scénario, parce qu'en plus, elle dit, bon, bah là, j'ai essayé des médicaments, ça fait 2 fois, ça marche, bof, cette histoire, peut-être réfléchir à autre chose. Alors, religion, facteur protecteur, mais elle n'a pas de facteur protecteur, cette jeune. Euh, oui, ça, enfin, les patients, ils ont toujours les moyens de se faire du mal. Hein. Tu peux pas les protéger de ça. Donc, ne serait-ce que sortir dans la rue ou avoir accès à un moyen de conduite, un moyen de transport, c'est avoir la possibilité de se faire du mal. Donc, oui, enfin, il n'y a pas d'arme à feu chez elle, il n'y a pas de corde, mais oui, en tout cas, elle te fait bien comprendre que, bon, elle va trouver un moyen de se faire du mal. Antécédent de scarification, c'est une très bonne question. Moi, je le demande à part spécifiquement pour cette situation de départ des causes parce que je trouve que c'est important que vous compreniez que les scarifications, ce n'est pas toujours à visée suicidaire. Donc, parfois oui, souvent même, mais c'est pas du tout systématique. Donc, c'est pas parce qu'un patient se scarifie que c'est un patient qui veut mourir. Ça peut être des conduites d'anxiolyse aussi, c'est assez fréquent. Donc, elle a des antécédents de scarification pendant l'adolescence. Antécédent de TCA, oui. Alors, t'as raison, sur un tableau de proba personnalité borderline, il faudrait le demander. Je sais pas si en 7 minutes, t'as le temps. On a déjà dit pas mal de choses. Cette patiente, là, avec tout ce qu'on s'est dit, qu'est-ce que vous avez envie de lui proposer? Elle a jamais été hospitalisée, elle a vraiment aucun antécédent psychiatrique. Ouais, on est d'accord, on a plutôt envie de lui proposer une hospice. Bravo. Là, une bonne manière de lui dire ça, donc ça serait déjà de lui demander est-ce que vous seriez d'accord pour être hospitalisé si je vous le proposais? Et ça serait de dire, moi j'ai passé la conf à vous dire de dire d'être inquiet pour les patients. Et donc de dire, bah là, écoutez, moi je suis quand même inquiète pour vous. Il y a eu une tentative de suicide. Là, bon, j'entends quand même qu'il y a toujours des idées suicidaires. Vous n'avez pas de suivi psychiatrique. J'entends quand même que c'est pas la première fois qu'il y a des passages comme ça, que des mises en danger. Ça pourrait être bien de prendre un temps pour vous mettre à l'abri et d'essayer de vous proposer des solutions pour que vous puissiez aller mieux et vous soulager de ces conduites suicidaires, par exemple, via l'introduction d'un médicament. En tout cas, de faire quelque chose de contenant et de mise en sens. Les hospitalisations pour crise suicidaire, c'est pas très long. Hein. C'est souvent 40, enfin, ça dépend des services, mais ça peut être que 48-72 heures pour vraiment évaluer les idées suicidaires, évaluer si on est sur un trouble de la personnalité, sur une dépression et mettre un traitement s'il y a besoin ou non, en tout cas proposer une anxiolyse. Alors. Ce qu'on n'a pas trop demandé, même si je vous l'ai un peu dit à l'oral, mais qui est important, je vous ai dit là dans la partie cours,
je vous ai dit, c'est important d'aller chercher l'entourage. Il y a 2 situations où c'est important d'aller chercher l'entourage. La crise suicidaire, c'est très important. Et là, c'est une patiente, l'idée, hein, même si elle a déjà fait sa tentative de suicide, c'est d'évaluer si elle est toujours ou non en crise suicidaire. Ça change rien. Tout ce qu'on vient de dire, ça aurait été la même chose à faire si on l'avait rencontrée juste au moment où elle avait des idées suicidaires et très envie de passer à l'acte. Il faudrait poser les mêmes questions. Et donc, il faut chercher l'entourage pour 2 raisons. L'entourage, enfin pour plusieurs raisons. Entourage en facteur protecteur, déjà. Entourage pour savoir, eux, comment ils trouvent le patient. On aime bien les contacter. Face à un patient comme ça qui vient de passer à l'acte, qui me dit non, 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 mais tout va bien, c'était une erreur, je t'ai bourré, vous inquiétez pas. L'entourage, il va peut-être pas du tout vous dire la même chose, il va peut-être vous dire non, mais alors, docteur, vous vous rendez pas compte, ça fait 2 mois qu'il est au fond du trou, il se lève plus, il se lève plus, il se lave plus, il fait que dormir, on est très inquiet. Là où le patient vous aurait un peu baratiné. L'autre raison aussi, c'est que bon, pour elle, l'indication d'hospice, elle est plutôt franche, mais nous, dans notre pratique clinique, c'est pas toujours aussi franc, on n'a pas toujours les places. Et donc, prévenir les proches, c'est voir aussi comment on peut sécuriser le domicile et tenter une prise en charge en ambulatoire. Donc, pour toutes ces raisons-là, il faut que vous évaluez au moins l'entourage. Est-ce que l'entourage il est soutenant? Est-ce que l'entourage va pouvoir être présent et se mobiliser pour les soins, etc., etc. Alors, pardon. Tout ça, je crois qu'on l'avait dit. Enfin, donc la demande, le contexte, on l'avait dit. Les antécédents, vous l'aviez très bien dit. L'épisode dépressif, j'en ai parlé. Donc la prise de traitement au long cours, elle n'en avait pas. Les facteurs protecteurs, ça vous y avez pensé assez tôt, bravo, parce que tout le monde n'y pense pas. J'ai pas mal de groupes qui n'y pensent pas. Et enfin, vous avez bien dit l'hospitalisation, vous avez bien recherché les tests de conduite. L'intentionnalité suicidaire, en fait, tu as le RUD, et ton intentionnalité, ça correspond plutôt à l'urgence, en gros. Donc tu as le RUD, le terrain, qu'est-ce qui fait que ton patient il est plus ou moins à risque de faire un passage à l'acte suicidaire. Donc, toutes les pathologies psychiatriques augmentent ce risque, avoir des antécédents personnels de suicide aussi, et à ça, tu as des facteurs protecteurs. Et en fait, l'intentionnalité, c'est à quel point, enfin, ça rejoint un peu l'urgence. C'est est-ce que j'ai déjà un scénario qui est prémédité? Est-ce que j'ai plus du tout de capacité de résilience et j'arrive pas à me projeter de manière différente que par la mort et c'est mon seul issue que je vois? C'est plutôt ça. Il y a des patients qui peuvent dire, tu vois, ces patients qui eux n'ont pas d'intentionnalité suicidaire, mais ils ont des idées suicidaires, c'est vraiment de dire, ok, je pense à la mort, j'en ai marre de vivre, mais je le ferai pas parce qu'il y a mes enfants, etc. Donc je le ferai pas. Ils n'ont pas d'intentionnalité, mais pourtant ils vivent avec des idées très sombres. Et enfin, tu as la dangerosité, qui est l'accessibilité à un moyen létal, donc avec évaluer la létalité du geste envisagé. Quand est-ce qu'on hospitalise si vous avez des idées suicidaires, sachant que sur des situations d'écho, c'est quand même assez probable que ça soit une hospitalisation qu'on vous demande. Pas sûr à 100%, mais c'est quand même probable. Bon, on hospitalise si l'isolement il est important, particulièrement chez la personne âgée. On vous demande d'hospitaliser s'il y a un ralentissement psychomoteur. Pourquoi? Parce que le ralentissement psychomoteur vient signer la sévérité de la dépression comorbide. Si on vous demande si un patient qui a donc la sensation d'avoir tout essayé, donc un patient qui a une très forte intentionnalité, si un accès direct et immédiat à un moyen létal, une arme à feu à la maison par exemple, et si un passage à l'acte qui est prévu vraiment dans les prochains jours, un passage à l'acte imminent. On continue? Donc, on est sur une des pires situations de départ.